Le cinéma n'aura pas attendu la sortie du film F1, un nom très original, pour montrer la catégorie reine des monoplaces sur le grand écran. Avant cela, il y a eu un de mes films favoris, Rush, mais aussi, plus méconnu pour ma génération, mais pourtant majeur dans l'histoire du cinéma, le film Grand Prix, sorti en 1966. Ce film a la particularité d'avoir été filmé en partie pendant de vraies courses de la saison 1966 de Formule 1, qui a vu Jack Brabham dunker sur la concurrence avec sa propre voiture, parce que oui, c'est un crack à ce point. Le film ne porte toutefois pas du tout sur la saison bien réelle durant laquelle il a tourné ses scènes d'action, mais à la place, il raconte sa propre histoire en associant un personnage à chaque pilote qui aura porté une caméra dans son dos pour le tournage. C'est ainsi qu'on a de magnifiques on-board d'une époque où ils sont techniquement très compliqués à avoir et surtout à conserver dans un bon état. Un des grands prix ayant servi au tournage du film est le Grand Prix de Belgique 1966, dont je n'ai pourtant pas entendu parler pour la première fois par l'intermédiaire des images qui en sont présentées dans le film, même s'il est surtout connu pour cela. Et il est temps pour cette émission de vous faire découvrir la F1 comme ni moi ni vous ne l'avons vécu. Bienvenue dans Formula One, votre émission qui parle des anecdotes marquantes de la F1, et parfois de trucs plus récents. La Formule 1 des années 60 c'est une bête particulièrement bizarre à appréhender, tant elle est différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Le sport est bien plus dangereux et les crashs mortels sont malheureusement légion, et la sécurité des pilotes comme du public est une bien lointaine pensée dans les esprits, qui sont bien davantage tournés vers le spectacle. Aussi, les saisons durent 9 courses, ce qui est quasiment 3 fois moins que maintenant, quand même, et c'est seulement la moitié de vos résultats qui comptent, parce que pourquoi faire simple quand vous pouvez faire compliqué, Je ne suis moi-même pas des plus familiers avec celle-ci, et je n'ai pas spécialement autant d'intérêt pour cette période que pour celle que j'ai déjà abordée dans l'émission, soit de la fin des années 70 au tout début des années 2000, et je la connais aussi moins que la F1 actuelle, que je ne suis que d'un peu trop près. Promis, cette fois, je ne vous parlerai ni de George Russell, ni de Sarah Alfredsen, ni de Didier Pironi, de toute façon, je n'aurais jamais réussi à les caser. Cette fois, je vous parle quasiment que de pilotes que j'ai grand maximum mentionnés en coup de vent auparavant. Vous allez le voir, ça va être un peu drôle. Juste un peu, parce que les années 60, c'est une époque brutale en Formule 1, et pour vous illustrer cela, rien de mieux que de parler d'un des circuits les plus emblématiques du sport auto, à l'époque apprécié comme redouté, le circuit de Spa-Francorchamps. Le circuit de Spa-Francorchamps a une très longue histoire, remontant au tout début du XXe siècle, et se poursuivant encore aujourd'hui. Ayant plus d'un siècle, le tracé a connu de nombreuses évolutions, qui ont pu différer selon les catégories. En effet, Spa accueille actuellement de nombreuses courses, dont une des plus connues a été les 24 heures de Spa-Francorchamps en endurance, aujourd'hui plus courte, qui peut être bien la seconde course dans cette catégorie qui était la plus connue après les sempiternelles 24 heures du Mans. Il y a beaucoup à dire, et tout n'est pas forcément pertinent pour notre sujet du jour, donc concentrons-nous sur la F1. Là aussi, Spa est un emblème absolu, étant donné que la toute première édition du Grand Prix de Belgique date de 1950. Toutefois, il n'a pas toujours été très bien vu, et a d'ailleurs été supplanté par le circuit de Zolder, en Belgique flamande cette fois, dans les années 70, et ce jusqu'en 1982. Enfin, il y en a encore eu un en 1984, mais c'est pas... Enfin, c'est compliqué. Supplantation qui a été faite parce que Spa était vu comme trop dangereux pour la F1. Ironie quand on sait que Zolder était surtout connu en F1 pour son revêtement bosselé dont les pilotes se plaignaient tous les ans et surtout pour y avoir été le lieu de la mort de Gilles Villeneuve. Que bizarrement d'ailleurs le circuit n'est pas responsable pour une fois. Mais soit. Non, j'ai promis, on parlera pas du Grand Prix de Belgique 1980, ça sera un peu facile, mais voilà. En vrai, Spa a toujours été un peu dangereux, et il l'est encore aujourd'hui. Il suffit de voir ce que l'averse des Ardennes a fait faire à Lando Norris en qualification en 2021, l'envoyant en aquaplaning puis en tête à queue en plein raidillon. Et ça, c'est actuellement, avec les normes de sécurité qui prennent en compte que les pilotes aimeraient bien garder leurs 4 membres attachés à leur tronc et leur tête à leur cou. Parce que oui, le Spa actuel est loin d'être le Spa des débuts de la F1, quand avoir des circuits de plus de 10 km de long n'était pas choquant, et que, oui, des fois, on se faisait la course sur des routes ordinaires utilisées par le commun des mortels pour se déplacer. Ah non, le Spa de l'époque est un monstre. C'est un circuit de 14 km de long, un peu sinueux, qui à un moment lorgne un ravin et à un autre vous fait traverser la rase campagne.
On le voit d'ailleurs dans le Grand Prix, quand les pilotes passent devant des champs, des fermes ou des murs de rocaille, sans aucune protection réelle pour le public, ça aussi c'est montré d'ailleurs, et avec tous les fossés disponibles pour que les voitures aillent taper leur meilleur tonneau. Vous imaginez aussi que le tracé n'a pas été aménagé pour amener des secours rapidement si jamais il se passait quelque chose de grave. On se demande pourquoi il ferait ça, hein. Le Grand Prix de Formule 1 demande d'en faire 28 tours, ce qui vous annonce la couleur. Par comparaison, le plus long circuit actuellement au calendrier en F1 est... c'est toujours Spa-Francorchamps, mais maintenant le circuit fait 7 km de long et le Grand Prix dure 44 tours. D'ailleurs, pour que vous vous rendiez compte du gigantisme, voici un schéma du tracé de l'actuel circuit, superposé à l'ancien Spa. En noir la partie actuelle et en gris la partie qui était parcourue à l'époque. Certains noms vont sembler familiers, comme Rouge, Blanchimont, même Chicane, où j'étais il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, mais des noms comme Masta, Burnanville ou Stavelot seront étrangers à l'essentiel des gens de ma tranche d'âge. Et à raison, puisque ces noms appartiennent à un tracé disparu bien avant nos naissances. Si ce tracé est tout au demeurant populaire, il ne fait pas l'unanimité pour autant. Certains des grands noms de la F1 et du sport auto en général, comme Jim Clark, ne l'apprécient clairement pas, notamment à cause des vitesses constantes qu'il requiert. Rien ne représente plus cela que l'enchaînement à gauche de la ligne droite de Masta, que Jackie Stewart, oui, ce Jackie Stewart, lui-même décrit comme le virage le plus difficile du monde, et situé entre deux longues lignes droites, ce qui faisait entrer les pilotes à très haute vitesse dans une chicane bien ric-rac de l'époque, sachant qu'ils devaient aussi en sortir à haute vitesse pour prendre la ligne droite dite de Stavelot. Ça finissait souvent assez mal. Et l'édition 1966 ne fait pas exception à la règle. Masta emportera un bon paquet de concurrents, mais pas que lui. Eh bien oui, il fallait que la terrible météo des Ardennes s'en mêle cette année-là. Ce qui nous amène à l'obligatoire résumé de course, le fameux. Il fait un temps de chien à Francorchamps en ce dimanche 12 juin 1966. Si la course commence en conditions sèches mais ciel très couvert, il se met en fait très rapidement à pleuvoir. Pire, typique des Ardennes, il pleut tellement que seulement 7 pilotes sur les 15 partants commenceront le second tour, les autres ayant tous été laissés sur le carreau. 4 pilotes sont ainsi emportés par le village dit Burnanville, où la pluie s'est le plus accumulée. La voiture de Joe Bonnier fait l'équilibriste sur un parapet, celle de Jackie Stewart se prend un poteau téléphonique et part en roulé-boulé dans un fossé à Masta, Graham Hill cale son moteur, et pendant ce temps-là, Jim Clark perd son moteur à lui après avoir sauté une vitesse au départ et l'avoir endommagé irréversiblement en le surchargeant en tout début de course pour y remédier. Coup dur. Pendant ce temps, le public dans les tribunes, loin de toute cette action, qui se déroule en race campagne, ignore absolument qu'il vient de se passer une hécatombe et s'étonne ainsi de ne voir passer que la moitié des voitures en course entamer le second tour. Non, sérieusement, regardez la table de la course de sport auto. La moitié des concurrents sont out dès le tour 1. C'est absurde même pour l'époque. Bref, Lorenzo Bandini entame son second tour en tête de la course, mais Jochen Rindt n'est pas loin de lui, à 4 secondes. C'est peu pour l'époque. Jack Brabham a perdu le contact avec eux, troublé par la piste détrempée et ainsi glissante, et ne veut pas faire le fier dans ces conditions. Rindt s'empare de la tête 2 tours plus tard, ayant doublé Surtees ainsi au passage. Bandini, lui, glisse déjà 11 secondes derrière son coéquipier chez Ferrari, et ne parviendra pas à rétrécir cet écart. Et pendant ce temps-là, tout le reste de la grille en piste continue à manger la bouffe. Encore. Il ne se passe pas grand chose de notoire pendant une vingtaine de tours, le faible nombre de voitures compétitives en course et les conditions en piste ayant neutralisé l'essentiel du danger pour les pilotes de tête. Surtees est le seul qui parvient à garder le contact avec Rindt, sa rouge Ferrari arrivant petit à petit à réduire son écart avec la Cooper verte de l'Autrichien. Cooper c'est une ancienne écurie pour les jeunes qui nous suivent. Le meilleur temps est d'abord marqué au 12e tour par Rindt, puis amélioré au 18e tour par Surtees, nous donnant le meilleur tour définitif de la course, un 4 minutes, 18 secondes et 7 millièmes. Je vous l'avais dit que le circuit était long. Pendant ce temps, si vous vous demandiez, Dan Gurney tourne tellement au ralenti qu'il est doublé environ 4 fois, et Guy Ligier, lui, se tape un arrêt au centre catastrophique. Ah oui, ce Guy Ligier, le de l'écurie Ligier, celui-là, oui. C'est vraiment la teuf dans les Ardennes. Rindt et Surtees se vouent alors un duel virevoltant pour les spectateurs, réduisant et agrandissant leur écart tour après tour. Ce duel prend fin au 24e tour, quand la Ferrari passe définitivement la Cooper maintenant au ralenti. Au 25e tour, Surtees pointe son réservoir d'essence alors qu'il sort d'une épingle au ralenti, se pensant en panne d'essence, même s'il n'en fait rien. C'est bien lui qui franchira la ligne d'arrivée le premier au 28e et dernier tour,
suivi de Jochen Rindt, et bien plus loin, à déjà un tour de retard, Lorenzo Bandini. Jack Brabham finit 4ème à 2 tours de retard sur le vainqueur, tandis que Ginter est le dernier classifié à 3 tours de là. Les derniers survivants, Ligier et Gurney, ont le mérite d'avoir survécu à l'enfer des Ardennes, mais étant trop loin, ils ne peuvent pas être classifiés. Coup dur. Ce sera d'ailleurs la dernière victoire de Surtees pour Ferrari, en parlant de coup dur, puisqu'en désaccord avec son écurie, le Britannique le quittera pour la course suivante. L'histoire ne retiendra cependant pas vraiment le podium, qui est pourtant illustre et grand talent comme un pilotage, mais qui a été filmé bien mieux que la majorité de ses contemporains. Oui, parce qu'on parlait d'un film à la base, La première fois que je me suis rappelé le tournage de Grand Prix, c'est en lisant Michel Vaillant. Pour être exact, je lisais le 7ème album de la série, Les Casse-Cous, où Michel est engagé par son pote Gilles Delamarre pour tourner un film de voiture. Comme d'habitude dans les aventures de Michel, le copain du jour était un vrai ami de l'auteur Jean Graton, et en l'occurrence, Gilles Delamarre était un vrai cascadeur, mort malheureusement en 1966 dans l'exercice de son métier, et qui participait donc vraiment au tournage d'un film. Non, j'ai promis, on parlera pas de mon album favori Michel Vaillant. Non, pas aujourd'hui. Cet album n'est en fait pas du tout inspiré par le tournage de Grand Prix, puisqu'il est sorti en 1964, ne parle pas vraiment de Formule 1 et ne se rend pas à Spa. Mais il m'a fait mettre mon nez dans le sujet, donc bon bah voilà, je pense que c'est un rapport. Parlons un peu de ce film, tiens, Grand Prix. Tourné et réalisé en 1966 par le réalisateur américain John Frankenheimer, il suit l'histoire de 4 pilotes de F1 fictifs lors d'une version tout aussi imaginaire de la saison 65. Ces pilotes sont le français Jean-Pierre Sarty à Ferrari, l'américain Pete Aaron qui commence sa saison à BRM, c'est une autre ancienne écurie, mais l'a fini dans la fictive écurie japonaise Yamula, le britannique Scott Stoddart, lui aussi à BRM, et enfin Nino Barlini, un italien un peu arrogant, un peu cliché, bien évidemment à Ferrari. Pendant ce temps, il y a des sous-scénarios de romance avec les femmes de certains d'entre eux, et d'autres femmes aussi, parce que c'est un film des années 60, et je sais pas pourquoi, mais tout film de course doit avoir au moins un focus secondaire sur les romances des personnages principaux. Règle à laquelle n'échappe pas Rush d'ailleurs. Parmi les acteurs notoires, on a James Garner dans le rôle d'Aaron, Yves Montand joue Sarty, Toshiro Mifune est dans le rôle du principal écurie de Yamula, et Françoise Hardy, oui c'est Françoise Hardy, et dans le rôle de Lisa, un personnage secondaire dont je n'ai pas réussi à trouver le rôle sur Wikipédia. Donc ça annonce la couleur. Le film a été un succès monstrueux à l'époque, à la fois auprès du public et des critiques, et a gagné 3 Oscars en 1967 d'ailleurs, celui du meilleur montage audio, pour la note cet Oscar-là a disparu en 2021, celui du meilleur montage, et enfin celui du meilleur mixage de son. Sans surprise, c'est la façon dont ce film a été tourné qui est passé à la postérité, bien plus que son scénario vachement basique. Il a entre autres été en partie tourné lors des Grands Prix de Monaco et de Belgique de 66, et on y voit nombre de pilotes alors actifs en Formule 1. Notamment, le réalisateur a dit dans le making-of du film, trouvable sur le Blu-ray de celui-ci, qu'il lui semblait essentiel qu'on ne voit pas des acteurs, mais des pilotes mettre leur équipement de course. On voit ainsi Jim Clark, Graham Hill ou encore John Surtees enfiler leurs lunettes et leurs casques, prêts à en découdre sur la piste. Grand Prix, le film, est donc surtout connu pour quelques scènes spécifiques. L'une d'elles, peut-être la plus importante dans son image actuelle, est celle du briefing des pilotes en amont du Grand Prix de Monaco. La scène est fictive, mais les pilotes qui y figurent sont pour la plupart des vrais. Ce qui a le plus marqué dans cette petite scène, c'est l'intervention du pilote Bruce McLaren, oui, le fondateur de l'écurie McLaren, si jamais vous ne saviez pas, qui n'avait rien dit jusque-là dans toute la scène, et qui s'est manifesté d'un coup, ce qui a pris tout le monde, notamment le réalisateur par surprise. Comme quoi. Bref, le film est incroyablement réaliste et dépeint la F1 de l'époque avec une grande fidélité, une qualité qui le rend tout particulièrement intéressant d'un point de vue historique, notamment par ce qu'il a réussi à capter sur ses bobines. Certaines scènes ont été tournées avant la course, utilisant des voitures non inscrites à la liste des participants. Ce sont surtout pour des images d'illustration que ça a été utilisé, nous donnant entre autres un tour entier à bord du circuit de Spa comme il était en 1966. Des images aujourd'hui précieuses à la fois par leur rareté, mais aussi leur qualité et état de conservation. C'est pour ces images que le film est le plus connu, ainsi que celles filmées à Monaco avec des techniques similaires. D'ailleurs, je me demande si celles de Monaco ne sont pas plus connues que celles de Spa en vrai. D'autres images du film sont, elles, filmées par un dispositif à l'époque fort novateur. Ce dispositif est une McLaren de course blanche avec une caméra fixée à l'avant. Celle-ci est autorisée à prendre le départ du Grand Prix de Belgique en même temps que les concurrents de la course le dimanche, et est conduite par nul autre que le pilote américain Phil Hill, le champion du monde 1961. Non, aucun lien avec Graham Hill,
si vous demandiez, puisque Phil est américain et Graham est britannique. À ne pas confondre non plus avec Damon Hill, le champion du monde 96, qui est bien le fils de Graham Hill, mais lui non plus n'a aucun lien de parenté avec Phil Hill. C'est simple à suivre la F1, non? Enfin bref. Ainsi, pour le compte de la compagnie MCM qui produit le film Grand Prix, Phil Hill parcourt tout le premier tour, filmant les concurrents. Il a pour instruction spécifique de ne pas filmer la voiture de Stewart, qui double pour un personnage du film, Scott Stoddart, alors gravement blessé et ne pouvant pas se rendre à la version fictive de la course. Bon, c'est pas trop difficile à faire, puisque Stewart abandonne dès le premier tour. Dans ce plan. Ce qui est plus difficile, mais qu'un pilote du talent et la trempe de Phil Hill arrive à faire, c'est d'éviter un énorme carambolage au premier tour qui surprendra la majorité des pilotes d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça qu'il manque la moitié des voitures en course, d'ailleurs. Tout ça parce que Joe Bonnier est parti en pneu sec sur piste mouillée et est donc parti à la faute. Ah, c'est fou qu'on fasse encore les mêmes erreurs, non? Hein, Mercedes? Le hasard a alors voulu que ce jour-là, Phil Hill, dans sa voiture officieuse, prenne en périphérie les seules images que nous avons d'un des crashs les plus importants de l'histoire, mais pas pour les raisons que vous pensez. À la fin du second tour de la course, quand Phil Hill revient à son stand, il est quelque peu secoué par ce qu'il a vu, et il ne sait pas encore l'impact de ce qui lui a donné cette réaction. Pourquoi? Eh bien, revenons quelques minutes auparavant, au milieu du premier tour, et plus exactement dans le baquet de Graham Hill. Lorsqu'il sort de piste au premier tour à Mazda, son moteur a calé, mais Graham peut repartir. Mais avant qu'il ne le fasse, il repère une vision bien inquiétante non loin de lui. La BRM de son coéquipier est en effet retournée dans un fossé, le pilote encore à bord. Graham, comprenant vite que quelque chose ne va pas, accourt vers la carcasse. Et il y trouve bien Jackie Stewart, vivant et même conscient, mais dans des circonstances plus malheureuses, dira-t-on. En effet, le jeune écossais baigne dans l'essence chaude, puisque son réservoir s'est rompu dans le roulé-boulé et son contenu est en train d'inonder la monocoque. Le pauvre ne peut pas se sortir de la carcasse par lui-même, non seulement parce qu'il est encore bien sous le choc, mais surtout parce qu'il est coincé dans une voiture déformée par le choc. La monocoque a pris une forme de banane, selon l'intéressé, et il ne peut pas glisser ses jambes hors de là. Graham parvient tout de même à couper la pompe électrique, faisant que la voiture ne va pas exploser, surtout que la monocoque est terriblement en train de se remplir d'essence. Malheureusement, quand il essaie d'extirper Jackie de là, Graham se rend compte que la jambe de son coéquipier est coincée par la barre de direction du volant, et ce alors que le panneau de contrôle a foutu le camp et gît au sol 200 mètres plus loin. Graham va donc démonter le volant de la BRM s'il veut secourir son coéquipier. En pleine cambrousse belge. C'est donc bien mal embarqué pour les deux pilotes BRM, surtout qu'il n'y a aucun commissaire de piste aux environs à qui ne serait-ce que demander de l'aide. Heureusement, comme ils sont en race campagne belge, il y a des spectateurs vivant dans les environs, et l'un d'eux dispose bien d'une boîte à outils. Graham a aussi la chance d'être assisté par Bob Bondurant, dont la voiture a elle aussi fini retournée dans le fossé, et qui est venu prêter main forte. Armés d'outils de particuliers, d'huile de coude et d'un courage surhumain, les deux finissent enfin à leur but et extraient le jeune écossais bien sonné de son cockpit. La manœuvre aura pris 25 minutes, pendant lesquelles il n'y a toujours pas de commissaire de piste à l'horizon, et si Jackie est conscient, il est aussi dans un triste état. Il souffre en effet de brûlures à cause de l'essence, et, dans sa chute, il s'est fracturé l'omoplate et cassé une côte. Il a toutefois encore la présence d'esprit de demander à Graham de lui enlever sa combinaison de course, qui représente toujours un danger de prendre feu et continue de le brûler, étant elle aussi imbibée d'essence chaude. Encore laissés leurs propres moyens, Bob et Graham doivent se débrouiller avec les locaux. Ils finissent ainsi par transporter Jackie jusqu'à une ferme, où il est ensuite mis à l'arrière d'un engin de culture agricole pour transporter les ballots de paille. Graham le laisse pour aller chercher une ambulance, laps du temps durant lequel des nonnes passant dans les environs décident qu'elles ne peuvent pas voir un homme nu dans la nature comme ça, et remettre ses vêtements, toujours imbibés d'essence, à Jackie. Décidément, il n'y a rien qui va dans son après-midi. Finalement, Graham revient avec une vieille d'ambulance, et en profite pour redéshabiller son coéquipier, ce qui est alors amené à ce qu'un article de SPN décrit comme ce qui passait pour un poste de secours au niveau de Stavelot. Jackie raconte y avoir attendu sur un brancard de toile à même le sol, se rappelant qu'il n'y avait aucun médecin et qu'il était entouré par la crasse, notamment des mégots de cigarettes. Charmant, hein. Et c'est toujours pas fini, parce que même quand une autre ambulance est venue le chercher pour l'emmener dans un vrai hôpital à Liège cette fois, l'ambulance a perdu l'escorte censée l'y guider, et il s'est donc ensuite perdu en route. Parce que oui, il ne connaissait pas le chemin jusque-là.
Pour l'anecdote, dans cette ambulance, il y avait la femme de Jackie, Helen, ainsi que son ami Jim Clark, qui, je rappelle, dont le moteur est mort au premier tour. Ce dernier, en réaction au gémissement de son camarade, lui dit, et je cite, « Bon sang Jackie, reprends-toi, Hélène est là !» Il finira bien par atteindre Liège, au bout d'un moment. Pendant ce temps, sur le circuit, et une fois assuré que son coéquipier n'allait pas canner, Graham reprend sa BRM et repart en course, pour ramener la voiture au garage et se retirer de la course en question, ne bouclant ainsi qu'un seul tour. Il a en effet déjà trop de retard pour que ça vaille la peine de concourir, et se content donc de ne pas plus endommager que cela sa monture. C'est durant cette mésaventure que, traversé d'affreuses douleurs, comme un étranger dans une terre étrange, Jackie se dit que c'est bien anormal d'être dans une situation pareille. Il n'aurait pas dû attendre des secours dans une ferme de Wallonie à souffrir le martyre dans une combinaison imbibée d'essence et pourtant avoir été chanceux. Et oui, il aurait pu être décapité, il aurait pu prendre feu, il aurait pu avoir un poumon perforé. Il n'a pas eu le pire des sorts, et c'est ça finalement le plus effrayant. C'est alors qu'il a une véritable épiphanie au sujet de la sécurité dans son métier. Lui qui a vu tous les ans plusieurs de ses collègues mourir en course ou même aux essais, il se rend compte que ce n'est jamais que les autres, et qu'il vient d'échapper à un sort bien triste à son tour. Si rien ne change, alors il continuera de perdre des camarades, ils continueront de tuer des commissaires et le public, et il finira sans doute lui aussi tué. Jackie manque évidemment le Grand Prix suivant, en France au circuit de Ringueux, un autre circuit en partie composé de routes civiles, mais il se remettra de ses blessures et reviendra avant la fin de la saison pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Il est cependant un homme changé, qui fait de sa mission le renforcement de la sécurité en F1, aux grandes dames des organisateurs qui doivent moderniser leur structure et enfin correctement équiper leur circuit en personnel médical et commissaire. Certains s'opposent à lui, dont les pilotes, y voyant la défiguration, presque une émasculation de leur sport, mais l'avenir lui donnera raison. On ne vous anoblit pas pour rien quand vous venez d'un milieu modeste, vous savez. Bref, si Jackie Stewart n'avait pas fini dans un fossé ce jour-là de juin 1966, si Graham Hill n'avait pas eu le bon réflexe après un abandon rattrapable, et qu'un spectateur n'avait pas été là avec une boîte à outils, la F1 aurait sans doute été encore plus mortifère qu'elle ne l'a été dans les années 60 et 70. C'est fou à quoi les choses se jouent des fois. Un accident qui aura donc eu un sérieux impact sur la F1, mais dans le sens positif. Chapeau, monsieur Stewart. Salut, c'est Fly. D'habitude, j'enregistre pas d'outro. Celle-ci, c'est juste pour dire, oui, l'épisode de ce mois-ci est très en retard. Il était censé sortir bien plus tôt que ça. Alors entre deux, je bosse quand même en dehors, donc là, la saison estivale me pulvérise la tronche, hein, je vais pas vous mentir. Et comme j'y fais allusion de façon très très peu subtile au cours de la vidéo, j'ai été au Grand Prix de Belgique, donc de cette année 2025, et c'est aussi pour ça que la vidéo a pris un peu de retard. Déjà la vidéo d'avant a pris un peu de retard, celle sur Le Mans 78, et celle-ci a aussi pris du retard en partie à cause de ça, et aussi parce que, encore une fois, dur d'enregistrer du son quand vous êtes fatigué. L'épisode de ce mois-ci, c'était pas censé être ça. À la base, je devais faire le Brésil 2003, mais le Brésil 2003, ça fait 4 fois que je suis censé le faire. Ça a manqué d'être aussi le Mans 78, avant que je l'avance mon dernier. Ça a manqué d'être un paquet de trucs. Promis, le Brésil 2003, c'est le mois prochain. Voilà. Promis, si septembre 2025, c'est pas Brésil 2003, vous pouvez me taper, ok. Donc je m'excuse pour l'épisode un peu plus court. Ce mois-ci, trouver des sources sur Spa de 66, c'est très très dur. J'allais pas spécialement parler de Grand Prix en long, en large et en travers. C'est pas un film qui moi m'intéresse personnellement des masses. Et alors pour les illustrations, autant vous dire que c'était juste pas possible. Bizarrement, il n'y avait personne avec un appareil photo pour prendre en photo la BRM en forme de haricot de Jackie Stewart, qui l'eût cru. Voilà, je voulais juste vraiment parler de Jackie Stewart dans cette émission au moins une fois, donc je suis content, j'ai pu parler de Jackie Stewart. Et le mois prochain, on va parler de Papy Fernand de Fernando Alonso, donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Bon allez, tchuss.